La fumette pour tous? Voilà des années que le nombre de pays européens se demandent s'il serait judicieux de légaliser le cannabis. L'Allemagne l'a fait au printemps 2024. Depuis, la possession de cannabis y est autorisée, en faible quantité. Elle est en revanche toujours interdite en France. Si l'Allemagne a franchi le pas, la loi y fait toutefois encore l'objet de débats houleux. Je tiens cette libéralisation sans restriction pour une énorme erreur politique. Je suis persuadé qu'une fois légalisé, le cannabis a perdu de son attrait. Quel regard les scientifiques posent-ils sur cette décision politique ? Je m'appelle Bertolt Meyer et je m'installe pour cette émission dans l'une des plus grandes entreprises qui commercialisent du cannabis à usage médical en Allemagne. Et qui sait, bientôt peut-être aussi à usage récréatif. Dans ces locaux situés près de Francfort, on ne cultive pas de marijuana, mais on en stocke et on en teste des quantités phénoménales. Car au fond, n'est-ce pas rassurant d'avoir la certitude de consommer un cannabis propre, de pouvoir se le procurer auprès d'une source sûre, plutôt que sur le marché noir ? La loi allemande peut-elle y pourvoir? Pour évoquer ces questions, j'ai invité deux scientifiques qui portent sur tout ça deux regards très différents. Je ne vais pas les interroger simultanément, mais l'un après l'autre, pour me faire ma propre opinion. Et si ça se complique, pas de panique, vous aurez une petite note explicative. Monsieur Verze, merci d'être là. Depuis quelque temps, il est légal de posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis. Est-ce une bonne chose? Sur le principe, oui. Surtout pour les plusieurs millions d'Allemands qui en consomment plus ou moins régulièrement. Ils n'auront plus à craindre d'être inquiétés par la police, simplement parce qu'ils ont quelques grammes dans leur poche. Bernd Verze est chercheur en sciences sociales. Il dirige l'Institut de Francfort pour la recherche sur les addictions et plaide pour une dépénalisation de toutes les drogues. La consommation occasionnelle de cannabis est-elle mauvaise pour la santé? Crée-t-elle une dépendance? Non, s'il s'agit vraiment de quelque chose d'occasionnel, on ne peut pas parler d'addiction. Il y a pas mal de gens qui se sont habitués à en consommer à des occasions spéciales, ou le week-end par exemple. Évidemment, ce n'est pas bon pour la santé. Non, surtout si on le fume, car fumer est évidemment toujours nocif à cause des produits de combustion. Mais il y a aujourd'hui des façons de le consommer en limitant les substances toxiques. On a eu la même discussion à propos de l'alcool. Longtemps, on a prétendu que le vin rouge pouvait être bon pour la santé, pour le cœur notamment. Le débat est clos aujourd'hui. Il a été prouvé scientifiquement que toute consommation d'alcool est nocive. Matthias Luderer est médecin-chef à l'Université de médecine de Francfort, dans le service de psychiatrie et psychothérapie, où il dirige le département d'addictologie. Il considère la légalisation du cannabis comme une grave erreur, car elle véhicule un message trompeur, à savoir que sa consommation serait sans danger. Le cannabis, c'est comme pour l'alcool. Sa consommation peut être nocive dès le départ. Elle peut engendrer des psychoses et d'autres effets secondaires. Bien sûr, la dose et la fréquence jouent un rôle. Plus on en consomme régulièrement et à forte dose, plus c'est néfaste. Mais le cannabis, c'est quoi au juste? Marijuana, herbe, weed, tous ces termes désignent les fleurs ou les bourgeons de la plante femelle de cannabis qui peuvent avoir une action psychoactive. Ces bourgeons contiennent plus de 500 composés chimiques, dont environ 120 ont été identifiés à ce jour comme cannabinoïdes. Certains, qu'on appelle CBD, n'ont pas d'effet psychotrope et sont en vente libre. La substance responsable de l'effet enivrant est le tétrahydrocannabinol ou THC. Sa consommation est interdite dans la plupart des pays du monde. Le taux de THC varie entre 10 et 25% selon les variétés. Selon la concentration, les effets psychotropes sont plus ou moins forts. Cela peut aller d'une perception altérée à l'euphorie, mais aussi provoquer des nausées ou des crises de panique.
De toute évidence, chez beaucoup de gens, les effets positifs l'emportent sur les effets négatifs. En Allemagne, un tiers de la population affirme avoir consommé du cannabis. En France, près de la moitié. Et c'est le cas de plus de 22 millions d'Européens âgés de 15 à 64 ans. Quelques 3,7 millions en consomment même quotidiennement. Ce qui fait du cannabis la drogue la plus consommée en Europe et de loin, qu'elle soit légale ou non. Quel lien établissez-vous entre la consommation de cannabis d'une part et les psychoses et la schizophrénie d'autre part? C'est impossible à dire de manière catégorique, mais de nombreux éléments nous indiquent que le risque de développer une psychose est plutôt faible. Il est plus élevé chez les personnes qui ont une vulnérabilité génétique, une prédisposition. Sauf que personne ne sait a priori s'il a une vulnérabilité génétique. Et il faut rappeler qu'une psychose est une maladie grave. Et même s'il ne s'agit que d'un bref épisode qui ne débouche pas sur une schizophrénie paranoïde, ça reste une affection sérieuse, qui peut causer pas mal de dégâts avec souvent des séquelles psychologiques sur le long terme. Je ne suis pas psychologue ni psychiatre, mais d'après ce que je sais, on n'a pas encore déterminé de façon certaine ce qui relève de la cause ou de l'effet. On suppose que les gens qui ont tendance à avoir des problèmes psychiques, qui ont peut-être une prédisposition à la psychose, sont globalement ceux qui vont se tourner vers le cannabis, comme une sorte d'automédication, consciente ou inconsciente, et qui vont peut-être de ce fait développer cette psychose précocement. Il semblerait que ce soit comme ça que ça marche, et donc que le cannabis ne provoque pas de psychose dont les gens ne souffriraient pas un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive. Il existe des classements scientifiques relativement fiables qui hiérarchisent les substances selon leur degré de nocivité. Où se situe le cannabis dans ces classements? Par exemple, par rapport à l'alcool. Il y a un classement très connu établi par un scientifique britannique qui place le cannabis à peu près au milieu. En tête, loin devant, figurent des substances comme l'alcool, mais aussi la cocaïne et l'héroïne. Les substances psychédéliques et le cannabis arrivent loin derrière. Comme le cannabis peut quand même provoquer certains dommages, notamment sur le plan psychique, et qu'il comporte un potentiel de dépendance non négligeable, il se retrouve donc à peu près au milieu. Ces comparaisons ne nous avancent pas beaucoup, à mon sens. Ce que l'on observe, c'est que la consommation d'alcool reste élevée chez nous. L'Allemagne fait partie des plus gros consommateurs. Mais d'un autre côté, la consommation de cannabis ne cesse d'augmenter, elle aussi. Elle reste élevée chez les adolescents et elle a encore augmenté chez les jeunes adultes ces dernières années. Tout ça dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid. Elle a empêché beaucoup de jeunes de franchir correctement certaines étapes de leur développement. Et elle a entraîné un accroissement de la charge psychologique. L'enquête épidémiologique sur les addictions montre que la consommation de cannabis a considérablement augmenté entre 2018 et 2021 chez les Allemands âgés de 18 à 59 ans. Elle semble s'être stabilisée depuis 2023. Ne court-on pas le risque que la légalisation facilite l'accès au cannabis pour ce groupe particulièrement vulnérable que sont les jeunes, alors même que cette drogue est justement très nocive à leur âge? D'accord, commençons par la facilité d'accès. Je crois qu'il n'y a pas de groupe de population qui ait un accès aussi facile au cannabis que les adolescents et les jeunes adultes. Parce qu'il se trouve que c'est le groupe qui en consomme le plus ou moins régulièrement. Presque tous les adolescents connaissent quelqu'un qui sait où s'en procurer. Et je ne pense vraiment pas que ce soit devenu tellement plus facile du fait de la légalisation. Depuis quelques années, on observe, grâce aux enquêtes représentatives menées au sein des écoles, ici à Francfort, un recul de la consommation de cannabis chez les ados. Et ce recul s'est amplifié précisément quand le gouvernement fédéral a commencé à parler de légalisation. Mike Rosenau connaît bien l'effet de l'herbe. Il en consomme régulièrement.
C'est l'une des raisons qui l'a poussé à cofonder l'un des quelques 200 Cannabis Social Clubs. Quand on ne le cultive pas soi-même, ces clubs sont les seuls endroits en Allemagne où l'on peut se procurer légalement du cannabis à usage récréatif. Aujourd'hui, il s'occupe de l'entretien des plantes avec son collègue Friedemann. Avant toute chose, ils enfilent des vêtements propres et se désinfectent les mains. Bactéries ou champignons pourraient compromettre la culture des plantes. Ils peuvent ensuite pénétrer le sanctuaire du Social Club où prospèrent les 10 plantes mères dont Mike et ses collègues prélèvent périodiquement des boutures. Mike commence par mesurer l'humidité de la terre, puis la température et le pH. Aujourd'hui, les conditions idéales sont réunies. Rien qu'en observant la forme des feuilles, on s'aperçoit que toutes les plantes de cannabis ne se ressemblent pas. La variété Indica a des feuilles plutôt larges. Ses fleurs ont des propriétés relaxantes. La variété Sativa, qui présente des feuilles effilées, aurait la particularité de mettre de bonne humeur. On veut que ça sente bon et que ça ait bon goût. L'effet pour nous passe au second plan. Notre but est de produire un cannabis parfaitement curé, c'est-à-dire séché et affiné de manière à optimiser le goût et le parfum, pour qu'il se démarque de ce qu'on trouve sur le marché classique. D'ici là, il y a fort à faire. Une dizaine de membres du club, qui en compte environ 70 au total, participent activement à la culture. Aujourd'hui, Lucas et Nick prélèvent des boutures pour obtenir de nouveaux plants sur lesquels ils veilleront jusqu'aux premières fleurs. L'opération se déroule dans la salle de floraison où règnent les conditions optimales. Une soixantaine de plants s'y trouvent déjà. Lors de la dernière cueillette, le club a récolté un peu plus de 200 kilos de bourgeons. Mais pour Mike, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est avant tout les qualités gustatives. On voulait faire découvrir ces saveurs aux gens pour qu'ils puissent vraiment les apprécier parce qu'on ne les trouve pas dans le cannabis issu de grosses productions où on sèche trop vite, on récolte trop vite, sans attendre le bon moment. Ici, on crée un produit artisanal, vraiment exceptionnel. Ce produit doit, selon la loi, être régulièrement testé pour vérifier sa teneur en THC et en CBD. Des échantillons sont envoyés en laboratoire. Du prélèvement de la bouture jusqu'au produit final, le chemin est long. Mike y consacre entre 20 et 30 heures par semaine, le tout gracieusement. Mon plus grand souhait serait que d'ici 10 ans, ce que je fais, mon job, disons, devienne un métier reconnu, pour lequel il existe une formation. Il y a en effet des normes très strictes à respecter. C'est un produit utilisé en médecine. Je pense donc qu'il conviendrait de transmettre ce savoir-faire correctement. Ce serait génial que ce lieu devienne une sorte de centre d'expertise dans le domaine. Si j'ai bien compris, dans le cadre de la légalisation, le cannabis n'est plus considéré comme un stupéfiant, donc je peux m'en procurer en pharmacie sans ordonnance spécifique. Une ordonnance normale suffit. J'ai même entendu dire qu'on peut se fournir assez facilement sur Internet. C'est vraiment légal, ça ? Il y a notamment un questionnaire en ligne où il suffit de cocher la case « Troubles du sommeil » et paf, je reçois par voie électronique une ordonnance venue de Budapest qui me permet de passer commande à une pharmacie en ligne pour acheter légalement du cannabis. Non mais vraiment, c'est légal ça ? À ma connaissance, oui. On n'a même plus besoin de passer... En supposant que j'ai vraiment des troubles du sommeil. On n'a même plus besoin de passer par l'étranger. Il y a maintenant un certain nombre d'entreprises dites de télémédecine où ce sont bien des médecins agréés qui délivrent des ordonnances à distance. Comme vous l'avez dit, ça ne passe plus par une véritable consultation médicale. On envoie simplement la description de ces symptômes. Le processus est devenu tellement simple qu'il suffit d'écrire quelque chose comme douleur dorsale ou trouble du sommeil
Et personne ne va vérifier que c'est vraiment le cas. Certains ont prétendu dernièrement que ça pèserait sur le système de santé. Mais c'est faux, car toutes les personnes qui obtiennent leurs ordonnances de cette manière paient le cannabis elles-mêmes. Ce sont des ordonnances privées. Je tiens cette libéralisation sans restriction du cannabis à usage médical pour l'une des plus grandes erreurs politiques qui soit. Parce que quand je reçois une ordonnance de cannabis d'un médecin, même si c'est un médecin en ligne qui clique pour donner son accord, j'ai tout de même un document officiel qui atteste noir sur blanc que le produit m'a été prescrit pour des raisons médicales. Ça rend l'accès à un vrai suivi thérapeutique très compliqué. L'autre problème, c'est que pour le cannabis acheté en ligne, il n'y a aucun contrôle d'âge, aucune vérification d'identité. Rien ne garantit que la personne qui le reçoit est bien celle qui l'a commandé. Ça n'a plus grand-chose à voir avec une véritable pratique médicale. On remplit un questionnaire, on se voit proposer 900 variétés de cannabis et 2 jours plus tard, on l'a dans sa boîte aux lettres. Il est bien plus simple d'accéder au cannabis en ligne qu'à la psychothérapie. À votre avis, il devrait y avoir d'autres moyens légaux de se procurer du cannabis, en plus de l'autoculture, des cannabis social clubs et du cannabis sur ordonnance en pharmacie? Oui, absolument. Justement, pour les personnes qui n'ont pas les moyens financiers ou cognitifs d'accéder au cannabis par les canaux actuels non commerciaux ou sur ordonnance. Il serait beaucoup plus honnête de dire « ouvrons des boutiques spécialisées où on pourra acheter du cannabis de manière strictement contrôlée, sans publicité agressive et en petite quantité ». Ce serait par exemple très avantageux pour les consommateurs occasionnels qui n'ont pas forcément envie de cultiver du cannabis chez eux juste pour fumer un joint de temps en temps. Ça multiplierait les tentations de consommer et les problèmes qui en découleraient. L'équilibre est difficile à trouver. Concernant les projets pilotes décidés au niveau politique, Ces projets pilotes prévoient d'autoriser certaines entreprises, dans des régions données, à vendre du cannabis à usage récréatif pendant une période test de 5 ans avec un suivi scientifique à la clé. il faudra préciser clairement qu'ils doivent être menés indépendamment de l'industrie du cannabis. Il est crucial de prendre en compte les conflits d'intérêts, y compris en ce qui concerne la direction scientifique de ces projets. Et en parallèle, il faudra mettre en place des programmes de prévention et d'aide, eux aussi indépendants de l'industrie. À ce jour, 12 pays d'Europe ont au moins en partie dépénalisé le cannabis à usage récréatif. Les Pays-Bas, bien sûr. Depuis 1995, on peut posséder jusqu'à 5 grammes sur soi sans se mettre hors la loi. La vente aussi est légale, à condition de gérer un coffee shop et d'avoir une licence valide. Le problème, c'est que ces établissements peuvent vendre jusqu'à 5 grammes par client, mais pas acheter de plus grandes quantités légalement. Ils doivent donc continuer à se fournir sur le marché noir. 26,6% des Néerlandais âgés de 15 à 64 ans ont déjà consommé du cannabis. C'est légèrement moins que la moyenne européenne. En 2001, le Portugal a décidé de dépénaliser tous les stupéfiants. Être surpris en possession d'une petite quantité de drogue constitue seulement une infraction administrative comme le stationnement illégal. Côté consommation, pas de hausse spectaculaire pour autant par rapport aux pays voisins, l'Espagne et l'Italie. En Allemagne, la possession de 25 grammes de cannabis est légale depuis le 1er avril 2024. Et tout citoyen majeur a le droit de cultiver jusqu'à 3 plantes femelles. La France, quant à elle, fait partie des pays européens les plus répressifs en matière de stupéfiants. Dans l'Hexagone, même la représentation d'une feuille de cannabis peut vous valoir une amende, et cultiver ne serait-ce qu'un seul plant est un délit passible de 20 ans de prison. Malgré tout ça, on ne fume pas moins que nos voisins. Comment évaluez-vous les expériences menées dans les pays qui ont totalement ou partiellement légalisé le cannabis, comme les Pays-Bas, le Portugal ou le Canada? Quels enseignements pouvons-nous en tirer, positifs ou négatifs? La comparaison est difficile parce que chaque pays a choisi sa propre approche. Certains ont accompagné la légalisation de campagnes d'information ou de mesures de prévention,
D'autres ont renforcé les services d'aide aux personnes dépendantes. Si on prend le cas du Canada, on dispose aujourd'hui de données très intéressantes fournies par d'excellentes études. Le pays a investi beaucoup d'argent pour assurer un suivi scientifique rigoureux. Et on voit que la consommation a augmenté, surtout chez les jeunes adultes, en particulier ceux qui ont déjà des fragilités psychiques. Et les effets négatifs se sont multipliés. Selon toutes les informations dont on dispose, le bilan est légèrement plus positif dans les pays qui ont choisi des approches plus restrictives. Dans certaines provinces canadiennes, où le commerce du cannabis est exclusivement géré par le gouvernement et donc plus strictement encadré, le nombre de consommateurs a eu plutôt tendance à diminuer. Tandis que dans les provinces où le commerce est ouvert à des acteurs privés, il a eu tendance à augmenter. Mais il y a quelques jours, j'ai assisté à l'exposé d'un collègue canadien qui concluait que dans l'ensemble, la situation n'avait pas beaucoup changé depuis la légalisation. On a simplement observé un petit pic pendant la pandémie. Le Canada a légalisé le cannabis en 2018 et on a effectivement constaté une hausse du nombre de consommateurs quotidiens en 2020. Mais ce nombre a ensuite diminué dans les mêmes proportions. En somme, la légalisation n'a pas changé grand-chose. En tout cas, il n'y a pas de conséquences négatives notables. Tout le monde ne s'est pas mis à fumer des pétards. Le cannabis est-il une drogue passerelle? Non. Oui, comme toutes les autres substances. Le cannabis est-il moins nocif que l'alcool? C'est impossible à dire. Oui. Devrait-on interdire la publicité pour l'alcool et la nicotine? Oui. Et pour le cannabis, et pour les jeux de hasard. Absolument. Devrait-on légaliser toutes les drogues? Non. Oui. Et enfin, avez-vous déjà fumé du cannabis? Vu le contexte actuel, je peux dire que oui, ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce que ça changerait? Retour au Cannabis Social Club de Weimar. 4 fois par semaine, les membres peuvent venir chercher la quantité de bourgeons qu'ils ont commandés. Il me faut ta pièce d'identité, tes justifs et l'appli. Voilà l'appli avec la commande. Tu veux sentir? Oui, ça sent bon. Maximum 50 grammes par mois pour les plus de 21 ans, 30 pour les 18-21 ans. On a 18-19% de THC et 0,2% de CBD. Voilà, niveau quantité, on y est. Oui, merci. Le cannabis a été la raison principale de mon adhésion à ce club. Avant, j'allais à Amsterdam ou ailleurs aux Pays-Bas, l'esprit coupable, pour me procurer ces substances. J'aime les Pays-Bas, mais bon, je n'ai plus besoin d'y aller à tout bout de champ. C'est bien plus simple pour moi. Et c'est l'occasion de rencontrer des jeunes. Il compose en effet une bonne partie des 70 membres du club. Ma priorité numéro 1, quand j'ai rejoint le club, c'était de pouvoir me procurer de l'herbe propre et de qualité. Sur le marché noir, il y a beaucoup de produits coupés ou contaminés. Mais tout le monde n'est pas là juste pour avoir accès aux stupéfiants. En fait, j'avais commencé à en cultiver chez moi. Mais au bout du compte, ce qui m'a manqué, ce sont les échanges, le partage d'expériences. Ce qui m'intéresse, c'est pas juste le produit final, c'est le chemin pour y arriver. Il existe différentes formules d'adhésion. Ceux qui paient moins doivent travailler davantage. Quoi qu'il en soit, tout le monde est tenu de participer. Ce qui est différent ici, par rapport à beaucoup d'autres clubs, c'est qu'on attache beaucoup d'importance à l'implication des membres.
Au-delà de ce que la loi exige, on veut vraiment qu'ils comprennent tout le travail que ça représente. Le club s'est constitué assez de réserves pour pouvoir accepter encore plus de membres. C'est même indispensable si Friedemann et ses collègues veulent pouvoir amortir les 80 000 € qu'ils ont injectés dans le club. On est encore loin d'être rentré dans nos frais. Ça va prendre encore quelques mois, peut-être même 1 an ou 2. On essaie bien sûr de maintenir les cotisations à un niveau abordable pour les membres. Et on les baissera progressivement une fois qu'une bonne partie du prêt aura été remboursée. Mais ça va encore prendre un peu de temps. Les membres n'ont pas le droit de fumer la récolte sur place. Revenons-en à la loi. Est-ce que la législation actuelle contribue à réduire le marché noir en Allemagne? Oui, j'en suis totalement convaincu. Surtout après avoir analysé les résultats de notre enquête en ligne. Près de 12 000 personnes y ont répondu, pour la plupart de gros consommateurs. Près de la moitié a indiqué fumer quotidiennement. On a donc touché ceux qui consomment le plus de cannabis. Parmi eux, près de la moitié a indiqué recourir principalement à l'autoculture et environ 30% s'approvisionnent dans les pharmacies. À cela s'ajoute un petit nombre qui se fournissent auprès d'amis qui cultivent eux-mêmes du cannabis. Le marché noir est la source principale de très peu de fumeurs. On peut donc considérer qu'une part importante du trafic illégal a aujourd'hui disparu. Et les trafiquants qui continuent à vendre de la marijuana ont vraisemblablement du mal à écouler leurs marchandises. C'est exactement ce que le législateur voulait, non? On peut donc dire que c'est le signe que même si la loi n'est pas parfaite et qu'elle comporte des faiblesses, elle semble fonctionner. Le problème, on l'a vu dans d'autres pays, c'est qu'on ne peut assécher le marché noir que si on propose une offre attractive sur le marché légal. Et pour être plus attractif, il faut proposer mieux ou plus que le marché noir. Sauf que ce circuit-là a l'avantage des prix bas. Dans les filières clandestines, on ne paie pas de salaire minimum, pas d'impôts, on peut proposer des livraisons à faible coût, des commandes faciles via Telegram. Bref, le trafic a toujours une longueur d'avance. Et si on fait ça, il faut aussi accepter qu'il y aura plus de consommateurs sur le marché légal. Permettez-moi de jouer l'avocat du diable. Bien sûr, on est là pour ça. Et d'avancer un argument un peu cynique, mais il existe quelque chose comme un droit à l'ivresse, non? Je comprends que certains états d'ivresse puissent avoir des effets positifs. Si, en tant que société, nous disons « les gens doivent pouvoir fumer s'ils le veulent », alors soit, qu'ils le fassent. Mais dans ce cas, il faut aussi veiller à ce que ceux qui développent des troubles reçoivent rapidement de l'aide et que le moins de personnes possible en développent. Bien sûr. Alors, la légalisation en Allemagne était-elle une bonne idée? La loi actuelle établit-elle un cadre adéquat? Des millions de personnes consomment régulièrement du cannabis et il me semble juste de le dépénaliser et de faire reculer le marché noir. Mais si on légalise le cannabis, on a aussi une responsabilité sociale qui consiste à minimiser les dommages causés. Et je ne suis pas sûr que nous soyons à la hauteur de cette responsabilité. Prévention, accompagnement, voilà les mots-clés. Et ça ne vaut pas que pour le cannabis, c'est aussi vrai pour l'alcool. Entre droit à l'ivresse et santé publique, l'équilibre reste difficile à trouver.